Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier Mes Lectures de l'année 2022. Alors, Mes Lectures, c'est l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Alors aujourd'hui, vu que c'est le dernier de l'année et qu'en fait ça va être un peu le rattrapage de toutes les lectures du mois de décembre parce qu'il y avait le calendrier de l'Avent comme chaque année, bah là il y a, je sais pas, trentaine de mangas à critiquer. Donc, je vais pas passer 3 minutes par manga, donc je vais être assez sommaire sur chacun des trucs que j'ai aimé. Des fois, peut-être même zapper des trucs où j'ai un peu moins aimé pour mettre plus en valeur ce que j'ai aimé. Voilà, hein, c'est logique. Et après, à partir de 2023, on continue, on reprend l'habituel, une dizaine de titres. Je passe un petit peu de temps sur chacun des titres pour vous dire ce que j'ai aimé, spoiler un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis c'est tout. Voilà, bon là on est la semaine entre Noël et Nouvel An. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, même si elles sont pas encore terminées, vu qu'il y a encore le 31 et le jour de l'an. Voilà. Et ben maintenant que j'ai dit tout ça, on commence maintenant. On commence avec un livre qui n'est pas un manga mais qui parle du manga, c'est Manga que d'histoire, uniquement écrit par Mathieu Pinon, préfacé par Hiro Mashima. Mathieu Pinon, c'est un auteur, enfin c'est un journaliste dans le monde du manga depuis plusieurs décennies, si je dis pas de bêtises, qui a écrit quelques livres sur le manga, la culture otaku et la japanimation, avec surtout Inis, notamment l'histoire du manga moderne, qui est un livre que j'aime énormément, qui m'a fait découvrir plein de choses, surtout sur la partie auteur patrimoine. Parce que moi, avant, patrimoine, c'était Tezuka et c'est tout. Et j'ai découvert beaucoup d'auteurs grâce à ça. Il a fait un siècle d'animation japonaise pour les 100 ans de l'animation japonaise. Et donc, manga que d'histoire aux éditions Larousse. Ça ressemble un petit peu à un siècle de... Enfin, à un siècle... à l'histoire du manga moderne, qui était en fait un bouquin où il y avait double page c'était une page consacrée à l'histoire du Japon, de la culture, etc., et donc la culture du manga, mais aussi un peu la politique, les guerres, etc., et de l'autre sur un auteur qui a marqué cette époque, parce qu'il a commencé sa carrière, il a sorti son plus grand titre, donc l'occasion de découvrir quasiment une soixantaine d'auteurs intéressants, et donc manga que d'histoire, on reprend un peu ces histoires où en fait le livre est découpé en plusieurs chapitres qui reviennent sur les différentes décennies, donc des années 50 à 2010, enfin la décennie 2010, et donc l'auteur Mathieu Pinon revient sur certains points de l'histoire du manga, le début du manga de près, l'arrivée des magazines de publication, l'émergence, on va dire là plus récent, voilà, la montée en puissance du marché au Japon, l'effondrement qui suit l'effondrement économique, l'arrivée du manga numérique, l'essor d'auteurs étrangers, l'essor d'auteurs grâce au numérique. C'est super intéressant. Donc il y a plein de petits sujets qui sont traités qui, des fois, je me dis, ah, c'est dommage que ce soit seulement que 2 pages. Parce que il y a matière à approfondir le sujet à un point qui est super intéressant, qui limite m'a donné des idées de vidéos. Et après ça, il y a quasiment à chaque fois un focus sur un manga du sujet qu'il a traité. Par exemple, il va parler de manga de sport et de l'essor des mangas de sport. Il va parler d'un manga de sport. Il va parler du début des mangas numériques. Il va parler d'un manga numérique, il va parler des nouveaux mangas modernes, etc., donc ceux de la génération 2010, il va parler d'un manga, etc., des mangas fantastiques, des mangas dark fantasy, les isekai, etc. C'est super intéressant, c'est 230 pages qui sont vraiment cool. Le seul défaut, je sais que l'auteur le reconnaît lui-même, c'est que la couverture n'est pas attrayante, mais le contenu l'est énormément. Maintenant, on va parler manga avec tout d'abord les éditions Mangetsu, où j'ai acheté 3 mangas. Enfin, j'en ai reçu un et j'en ai acheté 2. Tout d'abord, le tome 13 de Aoashi, donc on continue avec Ashito qui a rejoint l'équipe A des moins de 18 ans du Tokyo Esperion. Premier match avec l'équipe dans la ligue, on va dire, des moins de 18 ans. Vraiment cool. Le premier match de Ashito, sa relation avec les deux personnes en couverture, j'ai adoré. Chez Roland tome 11, on est toujours dans les affrontements entre le pré-Shinsengumi, les membres du futur Shinsengumi et le groupe de Serizawa. Il y a des putains de combats, beaucoup qui se terminent, notamment le combat avec le vieux moine qui se bat qui a un bras en moins, qui se bat avec une lance, le mec qui a pris des amphètes et qui est tout musculeux, et il y a l'arrivée du mec qui avait un nom allemand, et en fait finalement c'est un français, et qui a combattu auprès de Napoléon III. Vraiment très très cool. Golden Guy, j'ai bien aimé ce tome, mais ça me parle moins. Je sais que les 5 premiers tomes forment un arc. J'irai au bout du tome 5. Et après, je verrai si je continue ou non. Parce que c'est bien, mais je suis pas emballé à 100% dans le titre. Aux éditions Kazé, j'ai pris Dandadan, tome 3. Vraiment cool. Donc, on a la fin de l'histoire avec cette fille aux cheveux roses. Qui, en plus, alors, l'histoire du fantôme qui est autour d'elle est vraiment glauque.
Je m'attendais vraiment pas à voir ça dans un shonen, on va dire tout public, on va dire ça comme ça, parce que bon, l'histoire d'une femme qui s'est suicidée, qui n'arrive pas à joindre debout, qui se prostituait pour nourrir sa fille, clairement, on n'est pas sur un truc très mignon, on est limite sur du Ukijima, quoi, l'usurier de l'ombre. Voilà, c'est vraiment cool, à rejoindre le petit groupe de personnages en formant une sorte de triangle amoureux un petit peu chelou, où elle pense que Momo manipule le héros, enfin Ken, pour devenir un démon, et donc elle dit je vais faire en sorte que tu redeviennes un humain, etc. Je trouve ça vraiment cool, en tout cas, j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Kazé, parce que bon, le reste, ce que j'ai vu au niveau des couvertures, des rééditions, je vais être vulgaire, donc j'arrête. Aux éditions Kiun, déjà, on a le tome 5 de Ranking of King. J'ai enfin rattrapé, j'avais un peu de retard. Donc on a tout un passage, gros passage sur Deida, qui est devenu donc le roi boss, qui a pris le contrôle du corps de son fils, le prince Deida, qui maintenant règne sur le royaume. C'est vraiment cool, on a pas mal un petit passage sur Bébin aussi, qui est vraiment appréciable, et l'entraînement qui porte ses fruits de Boji. Je crois qu'on est quasiment à la moitié de la saison 1 de l'animé, et c'est vraiment très très cool. Les liens du sang, tome 12. Vraiment très très cool. Je sais pas du tout où Shuzo Oshimi, pas Shuzo Oshimi, si c'est Shuzo Oshimi, va avec l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'on a fini une sorte de premier arc, où c'est la jeunesse du héros, et là on va peut-être le suivre dans une version plus adulte, chose qu'on avait dans Happiness et dans Les Fleurs du Mal. Il aime bien faire des ellipses temporelles de quelques années pour montrer l'évolution du héros et les conséquences de leur adolescence un peu sulfureuse. Là on va voir un héros qui va être lycéen ou peut-être jeune adulte, à voir comment il aura évolué avec cette jeunesse sous l'emprise de sa mère. En tout cas, les liens du sang, c'est vraiment terrible à lire, absolument. Et j'ai le tome 10 de Gigant, donc dernier tome de la série de Hiroya Oku, donc le dessinateur, enfin mangaka de Gantz et de Last Hero Inuyashiki, avec une fin assez positive, là où j'avais été un peu déçu de la fin de Gantz, en fait, ça faisait, ouais, fin, et en fait, ça manquait un peu de 10 ans plus tard, qu'est-ce qui devienne, c'était vraiment fin, point barre, et je sais que c'était une volonté de l'auteur. Last Hero Inuyashiki qui avait on découvre la fin des personnages, mais un peu douce amère, quand même, là, à la fin, avec le fait que il se soit sacrifié. Et là, en fait, il y a un sacrifice, et après, on retconne ça, et on fait une fin qui est vraiment agréable, où tout le monde vit heureux. Enfin, en tout cas, Shio et le héros finissent heureux en annulant tout ce qui s'est passé. Vraiment bien aimé le délire avec le cinéma qui revient, qui est donc la passion première du héros. C'est sympa, mais je pense que je préfère quand même Gantz et l'Astéro Inushiki. Gigante, c'était sympa, c'était un petit délire. Je pense que je me relirai les 10 tomes pour me remettre peut-être dans le bien et peut-être mieux comprendre le titre, parce que, mine de rien, j'ai acheté chaque tome au fur et à mesure. En tout cas, voilà, Gigante, c'est sympa, mais je préfère quand même Gantz et l'Astéro Inuyashiki. Aux éditions Noévé, j'ai juste pris le tome 5 de Miss Kobayashi, Dragon's Maid. Voilà, ça continue, on a eu l'apparition des quasiment tous les personnages de la saison 2, enfin le seul personnage de la saison 2, donc le dragon avec des seins même pas gros mais juste énormes. Là, l'auteur continue à développer son univers avec pas forcément l'apparition de nouveaux personnages, mais juste les interactions avec certains personnages. Il y a beaucoup de passages sur Quetzalcoatl et Shota, leur relation, où Shota, il en a marre, l'autre, elle est tout le temps à poil, et lui, il a 8 ans, il a ses hormones qui sont en démon. C'est dégueulasse ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien Miss Kobayashi, et l'anime est vraiment tip-top, a fait découvrir la série. Le manga est vraiment cool, même si c'est vrai que les proportions des personnages sont quand même des fois assez particulières, mais j'aime beaucoup ce manga. Aux éditions Delcourt Tonkam, déjà j'ai pris Rasputin le Patriote, alors d'après l'œuvre de Masaru Sato, scénarisé par Takashi Nagasaki, qui je crois a bossé avec Naoki Urasawa, peut-être que j'ai une grosse connerie, et surtout dessiné par Junji Ito, donc le papa de Tomie, Spiral, Gyo, et beaucoup de titres chez Mangetsu. J'ai pas aimé. Ah vraiment, c'est peut-être le titre que j'aime le moins de Junji Ito, même si c'est pas vraiment un titre de Junji Ito. C'est très particulier de le voir sur une œuvre qui mêle, on va dire, thriller politique, plus une sorte d'enquête avec cette histoire d'un jeune japonais politicien pour le ministère des Affaires étrangères qui se retrouve mêlé à une histoire de contre-espionnage avec l'URSS ou la Russie. L'URSS, voilà, on parle de Rasputin, etc. Alors, le trait de Junji Ito, j'ai rien à redire, surtout que quand il y a des passages un petit peu flippants, ça fonctionne bien. Mais je suis pas rentré dans le titre. Alors, il y a que 6 tomes. Peut-être que je vais attendre que la série soit terminée au grand complet pour me lire la série au grand complet. Parce que là, le tome 1 m'a pas laissé sur ma faim et m'a pas donné envie de lire la suite. Donc,
Je sais pas. Clairement, j'attends peut-être des retours d'autres personnes, mais là, j'avoue que pas motivé du tout. Et j'ai aussi le tome 8 de Beck sur 19, je crois, donc on est à pas loin de la moitié de la série. Toujours aussi bien. Moi, j'adore Beck. La relation entre le héros, j'ai oublié son nom, putain, j'ai plus son nom, et Mao, sa copine, avance bien, même si j'ai eu peur que ça se recasse juste pour une connerie de femme japonaise où il dit oui, t'aimerais que je sois plus une fille japonaise typique qui ferme sa gueule, etc. Alors que le héros, ils sont pas les couilles. J'ai cru que ça allait se recasser à nouveau et finalement, non, on évite cet écueil parce que j'aurais pas supporté avoir un tome sur deux, ils cassent, ils reviennent, ils cassent, ils reviennent. Voilà, c'était sympathique, Beck, tome 8, je recommande toujours autant. Aux éditions Isan Manga, j'ai pris le 15e tome de Cobra, The Space Pirate Cobra, donc God Eyes, le tome 15 sur 17, donc il reste plus que 2 tomes, et les 2 prochains tomes, c'est sur Salamanda, donc ça sera une série, une histoire complète en 2, enfin une histoire en 2 tomes, mais centrée sur Salamandar, donc le chef des pirates de l'espace, qui était en plus, si je dis pas de bêtises, le boss final, enfin le méchant ultime de l'animé, alors qu'en fait, dans le manga, il se passe plein de choses après. En fait, Salamandar, c'est vraiment les tout premiers tomes en noir et blanc. Normalement, si je me souviens bien de mon interview que j'ai passée cet été avec l'édition Isan, après Cobra, on devrait avoir dans le même format, ou enfin en tout cas dans un rythme pareil de un tome tous les 3 mois, les Blackjack de Osamu Tezuka, parce que l'édition Isan m'avait dit, hein, bah, c'est bien Cobra, c'est que c'est une série qu'on a tous les 3-4 mois, donc c'est une sortie régulière où on sait ce qu'on doit mettre dans le planning, et ben Blackjack va remplacer ça parce que bah, 17 tomes, voilà, la série est terminée. Blackjack, il y en aura quasiment autant, donc ça va sortir sur 3-4 ans. On devrait avoir aussi un autre titre de Buichi Terasawa qui arrive courant 2023. Et donc on aurait normalement la bibliographie de Buichi Terasawa disponible en France. Peut-être l'occasion de ces quatre pour moi qui est tout lu, qui aura tout lu une fois que j'aurai lu ça, de faire peut-être une rétrospective sur le travail de cet auteur. Qui est quand même très intéressant. En tout cas, voilà, Cobra, God Eye, c'était cool. C'est une bonne histoire que je crois avoir déjà lu en noir et blanc, mais je suis pas, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, c'était sympathique cette histoire avec retrouver les bagues, avec le méchant, avec sa tête de papillon. C'est pas mon histoire préférée, mais ça reste sympathique. Cobra, Gold Eyes, plus que 2 tomes, et c'est fini chez Isan. Aux éditions Kana, j'ai pris 3 tomes. Donc déjà, on a le tome 26 de Fire Force sur 35. Donc encore un an et demi avant la fin, si je dis pas de bêtises. Donc dans ce tome-là, on a un gros combat, on a l'arrivée d'un doppelganger, donc le maître et je crois grand-père de Benimaru. Non, je crois que pas son grand-père parce qu'il est adopté, donc c'est juste le maître de Benimaru qui revient, qui était le putain de big boss de la section 6 et donc de toute la région de Asakusa. Gros combat, c'est juste un tome de bagarre, mais ça reste vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Le tome 8 de Undead Unluck, on a quasiment fini l'arc des 4 saisons parce que on a fait l'arc du printemps, donc avec l'auteur. Là, on était dans l'arc de l'été, qui était vraiment cool, avec tout le délire avec le chinois qui devient un Jiangshi, donc un zombie chinois, etc. Vraiment cool. Hiver est terminé en quelques secondes parce qu'il se one-shot, et donc il reste plus que l'automne, et donc de ce que j'ai compris, c'est un jeu de hasard. Donc avec notre héroïne qui porte malchance, ça va être très très cool. Et j'ai eu des échos des prochains arcs, ça a l'air d'être vraiment cool, surtout le nom des prochains arcs, après les 4 saisons, j'ai hâte. Et l'anime en 2023, ça va retourner des vestes vitesse grand V. Et enfin, Yawara, tome 10, donc on est sur les... Yawara a terminé ses études, donc là elle a fini son premier cycle universitaire, elle cherche un boulot, et elle est enfin pas forcément mal à l'aise, mais en fait il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, veulent profiter du fait que ça soit une star qui a gagné les JO pour la recruter, et elle veut pas vraiment de ça, parce que finalement si on la recrute parce que c'est une star de judo au JO, bah elle va refaire du judo dans l'entreprise, et ça je pense qu'elle veut éviter ça. Il y a aussi l'arrivée de son père était déjà apparu, mais il va entraîner sa rivale, donc ça va build up un futur affrontement entre Yawara et sa rivale qui aurait été entraînée par son père. Vraiment cool. Il reste plus que 8 ou 9 tomes avant la fin de Yawara, donc on approche quand même, on a dépassé la moitié. On va rentrer bientôt dans la dernière ligne droite de la série, même s'il reste encore 8 ou 9 tomes, mais en tout cas Yawara, c'est vraiment super bien. Aux éditions Kurokawa, j'ai 4 mangas. Tout d'abord, le tome 25 de One Punch Man. Alors, ça y est, plutôt Yusuke Murata a terminé son délire de faire des couvertures sur 3-4 tomes qui se suivent, qui font des méga fraises de la mort qui tue. Je crois qu'il en avait un petit peu marre. Par contre, il en a pas marre de l'arc de la confrérie, enfin l'alliance des méchants, là, des monstres, qui est interminable. Alors, il y a encore pas mal de combats, visuellement c'est cool. Alors, je crois qu'il a repris un rythme un petit peu plus nerveux, parce que je crois qu'on a 2 tomes de retard par rapport au Japon, je crois qu'ils sont au tome 27. Mais c'est vrai que l'arc de l'alliance des monstres est très long,
Je vois pas, j'ai l'impression de pas en voir le bout. Et je pense que je relirai, je pense que je me répète à chaque fois, là, quand l'arc sera terminé, je me relirai tout d'une traite et je pense que je vais beaucoup plus apprécier. J'ai bien aimé la rencontre entre Saitama et Flashy Flash, qui a un peu la même réaction que Sonic, qui est un petit peu son équivalent, mais Sonic va à la vitesse du son, le Flashy Flash va à la vitesse de la lumière. Il est plus rapide, c'est très 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 drôle. Spy Family, tome 10, un tome vraiment cool parce qu'on a un bon tiers du tome qui est consacré à la jeunesse de Twilight, qui est un personnage dont on savait peu de choses sur sa jeunesse, et on découvre un petit peu sa vie, comment il est devenu soldat, comment il a été approché par le service d'espionnage de son pays, sa relation avec ses parents. Est-ce qu'on reverra sa mère qui est censée être encore en vie? Son père, on sait qu'il est mort, mais sa mère, elle est encore en vie normalement. Est-ce qu'on la verra un de ces quatre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très très bien. Hippo, tome 17, on n'est plus qu'à 4 tomes de la fin de la saison, qui en fera donc normalement 21. Donc plus que 4 tomes l'année prochaine, c'est terminé. Donc on a eu un petit combat de Takamura face à un adversaire qui était minable. Franchement, il a encore une fois one-shot. Takamura va changer de catégorie, donc pour moi, il va enfin avoir un combat assez intéressant, au moins du niveau d'un Brian Hawk ou d'un Falcon. Je sais plus comment il s'appelait, le Golden Falcon, là, voilà. À chaque fois qu'il change de catégorie, il affronte un mec qui est vraiment costaud, qui a en plus un nom d'aigle, qui rime avec aigle, hein, Hawk, Falcon. Lui, c'est Taka, c'est le faucon en japonais. Vraiment cool. Toujours l'histoire avec Hippo qui devient entraîneur, j'aime beaucoup. Voilà, à voir, en tout cas. Il reste plus que 4 tomes avant la fin. Et est-ce qu'on aura. Non, on devrait avoir une saison 6, mais je ne sais pas encore. Saison 6 ou 7 7 de Hippo. En tout cas, on a quasiment rattrapé les Japonais, mine de rien. Ça, vraiment, Kurokawa, du très bon boulot. Et le tome 3 de Call of the Night. Alors, clairement, si avec ce tome-là, vous ne rentrez pas dans le délire de Call of the Night, je pense que vous allez difficilement pouvoir rentrer plus dans la série. Si vraiment vous n'avez pas accroché là à ce qui se passe dedans, n'allez pas plus loin. Surtout qu'on a l'arrivée de tout un groupe de vampires qui veut transformer le héros parce qu'il est un petit peu au courant du principe des vampires. Et là, on lui dit, à partir du moment où tu t'es fait mordre par Nazuna, t'as plus qu'un an pour devenir un vampire, donc de tomber amoureux d'elle. Et vu qu'elle n'a jamais réussi à transformer quelqu'un en vampire, il y a vraiment un défi pour les deux de créer une relation amoureuse, une vraie relation amoureuse, et de se créer un couple. Donc là, il y a un enjeu qui devient un peu plus important que juste devenir un vampire, c'est tu peux devenir un vampire, mais t'as qu'un an, sinon on te tue. Alors, est-ce qu'il mourra vraiment? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a un an pour devenir un vampire. Et surtout, je trouve que c'est très intéressant, c'est que les 5 vampires qui apparaissent dans ce tome-là vont avoir des petites histoires que j'ai vues grâce à l'animé, et vont traiter de sujets très intéressants au niveau des relations amoureuses, notamment un personnage que j'ai beaucoup aimé qui apparaît dans l'épisode 12. On découvre un peu son origin story que j'ai vraiment beaucoup aimé et que ça m'a fait dire ouais, Call of the Night c'est beaucoup plus intéressant qu'au premier abord où c'est juste une histoire de vampire qui veut pécho un gamin de 12-13 ans. Chez Panini, j'ai déjà le tome 13 de Senseiya Next Dimension. Alors, je vais pas dire grand-chose, parce que le tome 12 est sorti il y a trop longtemps. Il y a beaucoup de fêtes, parce qu'on a l'apparition du 13e chevalier, du Serpentaire, Ulysse, qui casse la gueule à beaucoup de monde. Voilà, pas grand-chose à dire dessus. Soul Keeper, tome 6, donc il reste plus que 2 tomes. On a un gros flashback sur ce personnage-là. Voilà, c'est sympathique. Je me dis, on est bientôt à la fin de la série. Et mine de rien, Panini a sorti en quelques années beaucoup de titres de Tsutomu Takahashi. Ça fait vraiment plaisir. Ils vont sortir encore des choses l'année prochaine. Je crois qu'il y a au moins Alive, un one-shot. Mais j'espère qu'on aura d'autres titres. Surtout il y a beaucoup de titres qui ont été annoncés chez Atom en disant ça a été acquis. Alors, est-ce que c'est chez Panini ou chez Pika? Je ne sais pas. Et j'ai aussi pris le temps de lire ce gros pavé qui est Lone Wolf Uncub tome 5, donc avec un tome qui marque la... En fait, on suit un petit peu nos personnages du père et du fils, le One Wolf et le Cub, qui ont été séparés à la fin du tome 4, et donc qui vont vivre pendant 400 pages, donc quasiment les 2 tiers de ce tome-là, seuls, chacun. On va suivre alternativement le destin des deux, avant qu'ils se retrouvent. Et là, je me dis, purée, pour ceux qui suivaient à l'époque de manière hebdomadaire ou mensuelle la parution de Lone Wolf Cub, ça doit être horrible de dire quand est-ce qu'ils vont se retrouver. Là, nous, on sait qu'il y a la série terminée, donc à un moment, ils vont se retrouver. Mais à l'époque, tu sais pas quand est-ce que ça va être... si tu auras la retrouvaille entre le père et le fils. Vraiment très très bien, surtout le méchant qui est apparu depuis quelques temps, qui redevient vraiment un personnage régulier qui va réaffronter plusieurs fois Ito Ogami. Et alors à la fin, il y a une petite post-fast écrite par Dark Juju, de la capsule manga, qui est vraiment super intéressant. Il a fait un super truc, un super boulot. De toute façon, ce qu'il fait sur sa chaîne est vraiment super intéressant. Je ai parlé plus d'une fois quand j'ai fait mon marathon Astro Boy. Il a fait un super boulot, encore une fois. Pareil, la postface, du très bon boulot. Et je vais m'arrêter là parce que le bouquin pèse un pouce, vraiment très lourd, et je le tiens d'une main. Et là, j'ai vraiment peu de force dans le bras. On arrive maintenant aux éditeurs qui ont sorti beaucoup trop de choses ce mois-ci. Donc les éditions Meian, tout d'abord Gannibal,
Le tome 11 sur 13, on a la fin du flashback sur les origines du temps Goto, avec l'histoire de Gin et son enfant, etc., qui il est exactement. Vraiment cool. Et les origines du clan Kure, on découvre un petit peu plus les dessous. Et waouh, vraiment trop bien. J'ai hâte de voir la série sur Disney+. J'espère qu'elle va rendre hommage au manga parce que, clairement, vu ce qui se passe dedans, ça va être très compliqué en live action. Ensuite, bah, j'ai pris le tome 11 et le tome 12 de Grand Blue, vraiment très bien. Là, on commence à voir, alors peut-être pas forcément la fin, mais au fond, au moins la fin d'un premier acte, enfin d'un premier arc, parce qu'en fait, on nous dit que les troisième années du groupe Pipaboo, là, Pidaboo, donc le club de plongée, bah, c'est bientôt la fin de l'année, donc ils vont quitter le club, et donc quitter l'université. Donc on va avoir peut-être un arc 2, saison 2, où bah, on va voir Iori et toute sa bande qui sont maintenant en deuxième année, qui vont avoir des nouvelles recrues, ça va être un petit peu les senpai. Vraiment cool de voir ça. Déjà, le prochain tome, ils vont partir à l'étranger, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'arc où Iori rentre chez lui pour récupérer son passeport, que sa sœur veut pas, et que finalement, elle a peur d'un personnage, et elle dit non, c'est bon, casse-toi à l'étranger, je veux pas qu'elle reste. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Pareil, la relation entre Iori et sa cousine, qui n'est pas sa cousine parce qu'ils n'ont aucun lien de sang, vraiment très cool. Et on va voir la mère qui va bientôt apparaître, vraiment très cool. Vivement la suite, qui devrait arriver dans pas très longtemps de Grand Blue, c'est vraiment très bien. J'ai aussi les 2 tomes de Escale à Yokohama, donc le tome 9 et 10 sur 14. Pas grand chose à dire dessus parce que ça suit le même rythme que d'habitude. Hein. C'est paisible, c'est prenant, j'aime beaucoup ce qui se passe dedans. Escale à Yokohama, c'est vraiment très bien. Et maintenant, j'ai reçu mon petit paquet de Baki avec le tome 5, 6, 7 et 8 et le coffret. Je vais pas vous sortir le coffret parce qu'il est rangé, donc j'ai un peu la flemme. Qui est un petit peu en termes de l'emballage, globalement comme la couverture. Donc il y a des vannes sélectifs, il y a un petit effet métallisé avec du Baki partout, c'est vraiment super propre. J'ai eu le tome 5 et 6 pour l'instant, parce que je voulais les lire, mais je vais mettre un peu de côté le 7 et 8 en attendant, parce que vu que j'aurai les prochains tomes que dans 2 mois, si je lis tout d'un coup, bah, je vais attendre 2 mois pour avoir la suite. Et donc j'ai pas envie de subir ça. Un peu comme mes Fairy Tail et mes Kingdom, j'en lirai un une semaine sur 2. Et voilà, comme ça au moins je prendrai mon temps, enfin un toutes les 2 semaines plutôt. Donc dans ce tome 5 et 6, on a la fin du combat contre le chirurgien qui se fait péter la gueule par Baki. Et après on arrive sur, pour moi, le début de Baki, parce que moi j'ai connu Baki avec l'animé. Et donc c'est la jeunesse de Baki qui va durer très longtemps. Donc on revient quelques années en arrière, où Baki a 13 ans. C'est encore un jeune rookie qui va faire ses armes, qui s'est pas encore battu contre son père, qui a d'autres adversaires. On va voir l'arrivée de un de mes personnages préférés, c'est Anayama, un Yakuza, qui est monstrueux, qui a 1 an de plus que Baki, mais qui est déjà une gueule de daron. Vraiment, c'est très cool. On a passage dans la montagne avec le gorille, qui est hyper sanglant, qui est beaucoup plus sanglant que dans l'animé, qui avait retiré les passages un peu plus violents. En tout cas, Baki, c'est vraiment super bien. Et ça faisait pas mal de temps que je les avais, que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris mon temps, enfin parce qu'en fait, vu que les tomes ont mis beaucoup de temps à arriver, bah, quand ils sont arrivés, je me dis, je lirai plus tard, et en fait, je suis arrivé au point où j'ai reçu le tome 9, 10, 11, 12, et j'avais pas commencé les Karakuri Circus. Donc j'ai eu le tome 5 et 6, donc on est sur, encore une fois, on a beaucoup de passages sur le tome 5, sur Masaru et Shirogane qui forment leur cirque, enfin c'est la fin, et après on revient sur Narumi qui rencontre Guy, donc il est à Paris, il va affronter enfin, on découvre un petit peu plus les grands méchants, donc qui sont les automates, donc le cirque de minuit qui crée le Zonafa, et donc Narumi va rejoindre le clan des Shirogane pour les affronter avec son bras bionique, vraiment cool. En plus, voilà, tout ce tome-là, il y a une grosse partie qui se passe en France, parce qu'ils sont à Paris, après il part à Carnac, en Bretagne, etc. Vraiment cool. Après, dans ce tome-là, on revient un peu plus sur le cercle de Masaru, si je dis pas de bêtises. Non, c'est dans le prochain tome que j'ai aussi lu le tome d'après, mais j'en reparlerai dans quelques semaines. Donc on est vraiment sur 2 tomes entièrement consacrés quasiment à Narumi et le début du clan, enfin les affrontements contre les automates. C'est vraiment super bien. Pareil, j'ai reçu le coffret qui est comme les couvertures, donc on a du vanille sélectif au niveau du karakuri, enfin tout est vraiment super beau. Meian a fait du très beau boulot pour les Karakuri Circus. Et on finit avec un autre éditeur qui a sorti beaucoup de choses, l'édition Pika. Alors j'ai pas tout en main, et il y a Nobinobi qui fait partie du groupe Hachette, donc Pika, on va faire ça en même temps. Shine tome 18 sur 22, vraiment cool, le showroom qu'il y a de Aphrodite où Ikuto se révèle. Alors j'ai un peu moins aimé, il y a un passage où Ikuto est avec une de ses collègues, ils sont chez lui, ils discutent boulot, et il y a Shiuki qui vient, à se faire un film sur le fait que peut-être qu'ils sont ensemble, et finalement non.
et la copine lui dit à Ikuto, bah, va la voir, dis-lui que elle se fait des films. En plus, d'ailleurs, Ikuto la rembarde complètement parce qu'elle a pensé essayer de le pécho. Et il se passe rien, en fait. Ils vont juste, viens, on va au restaurant. Putain, mec, fais-lui au moins une bise sur la joue, quoi. Là, elle est toute rouge, elle est rouge pivonne, elle est... franchement, elle attend juste que tu lui fasses... Tu l'enlaces, et là, ça c'est bon, ça serait fini. Je lui dis, il reste que 4 tomes, j'espère qu'il y aura au moins une petite conclusion, au moins un bisou, hein, je sors avec moi avant la fin, parce que j'ai un petit peu peur quand même. Là, c'est un peu trop, on rougit, on est des collégiens, non, je veux pas ça. Mais sinon, le reste est vraiment très très cool, j'aime beaucoup Shine. Ensuite, aux éditions Pika, le tome 11 de Blue Lock, qui vient marquer la fin du deuxième arc pour moi, donc ces affrontements en 3 contre 3, puis 4 contre 4, puis 5 contre 5, avec en apothéose l'affrontement contre une sélection européenne, qui va vraiment être le point d'orgue de la saison 1 de Blue Lock, donc déjà la deuxième partie va adapter cet arc-là. J'étais un peu surpris par le traitement de Kunigami qui se fait éliminer un peu comme ça, comme une merde, mais en fait ça me disait juste le fait qu'il y a une sorte de session de repêchage, et globalement je pense que Isagi va y aller un de ces 4. Je sens qu'il va se retrouver au repêchage, il va mourir pour mieux renaître de ses cendres. Je vois, si tu mets ça en place pour un personnage secondaire, je vois pas trop l'intérêt, c'est intéressant pour le personnage principal. Mais c'est bien de le teaser à l'avance pour que, si le héros y va, c'est pas juste « Ah d'accord, il fait repêchage, c'est trop cramé », mais c'est cramé qu'il va y aller un de ces 4. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il va y aller. Ensuite, No Longer Ranger, tome 4. Je suis pas dans le délire. Clairement, j'arrive pas à rentrer à fond dans le délire. Je sais que l'anime arrive, donc peut-être que ça va me remettre dedans, mais je sais pas ce que veut raconter l'auteur. Il y a beaucoup de sous-intrigues et j'arrive pas vraiment à tout suivre. Là où dans son titre précédent, donc The Quintessential Quintuplet, c'était assez clair en fait. Là, il y a beaucoup trop de choses et j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il veut raconter. Et je sais qu'en plus, les chiffres de vente de ce que j'ai vu au Japon sont quand même beaucoup moins intéressants et importantes que son titre précédent. Donc à voir, en tout cas, là j'avoue que je vais continuer parce que j'aime bien son travail sur Quintuplet, mais là j'avoue qu'il me vend pas du rêve. Ensuite, Black Box tome 5, vraiment très très cool. On sent encore une petite filiation avec Ashinojo, notamment le destin de Léon, qui aurait pu finir un petit peu comme le grand rival de Joyabuki. Ce qui lui arrive est vraiment pas plaisant non plus, hein, l'accident de voiture, etc. À voir l'affrontement final, parce que là on nous dit que le prochain tome ça va être le match retour entre Léon et notre héros. À voir ce qui va se passer, parce que vraiment, Léon n'est pas du tout en forme et ne va pas pouvoir rivaliser face à Ryoga. Mais j'ai hâte de voir le 6e et dernier tome. For Night of the Apocalypse, tome 7, j'aime toujours autant ce petit shonen. Là, on a, alors, peut-être un peu rapide, l'arrivée des 4 fantastiques. Des 4 cavaliers d'Apocalypse qui sont quasiment tous apparus dans ce tome-là. On avait Perceval qui avait été teasé, alors on s'en doutait que c'était Perceval, c'en était un. Le fils de Meliodas c'en est un aussi, et le fils de Meliodas, Tristan, dit « J'ai ramené le 4e avec moi ». Donc on sait que les 4 vont être réunis, donc dans le prochain tome, les 4 vont être là. Et j'ai un petit peu peur parce que je trouve que Lancelot et Tristan sont très charismatiques par rapport à Perceval, qui est un peu plus héros de shonen mignon et gentil. Et j'ai peur qu'ils éclipsent un peu trop Perceval. Donc j'espère qu'on va juste avoir une mission en mode je dois aller au nord, toi à l'est, moi au sud, etc. On se sépare et on se retrouve dans 3 mois. J'espère que ça va être ça, parce que si c'est pas le cas et qu'ils font un groupe où ils sont tout le temps ensemble, j'ai peur que Perceval soit vraiment relégué au simple rang de comic relief, et c'est pas son rôle, c'est le personnage principal. Ensuite, alors, c'est pas vraiment Pika, mais c'est Hachette, hein, c'est la collection intégrale de Fairy Tail, le tome 28 et 29. J'ai pas encore reçu le tome 30 et 31, je pense qu'avec les fêtes de fin d'année, il y a des retards dans la livraison. Donc le tome 28, c'est la fin de l'arc de Tartaros, donc qui était vraiment cool, avec le combat final entre Enil et compagnie, les dragons, tout ça, vraiment très très cool. Le tome 29, c'est la fin de l'arc, je crois, je crois que c'était la fin de celui-là, et c'est l'arc Avatar, qui est un arc qui est un peu l'île des hommes poissons dans One Piece, qui est sympathique, mais vraiment, c'est juste pour nous montrer que les héros sont super puissants, voilà, globalement. Mais là, c'est vraiment tel quel on pense l'île des hommes poissons, là où je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans l'île des hommes poissons dans One Piece. Je trouve que l'arc d'Avatar, c'est vraiment juste là pour nous montrer les héros qui sont très très forts, parce que, mis à part le fait que ça raconte l'histoire de Frog d'une autre manière avec le chasseur dragon des ténèbres, voilà, c'est pas foufou, et c'est plus la fin avec Zelef, et son lien avec N, et son lien avec Natsu, et son lien avec Aknologia, qui est vraiment cool, qui est là juste pour introduire l'arc final contre Zelef et contre Aknologia, qui va être sur les 6 ou 7 prochains tomes de cette édition intégrale.
En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et encore une fois, moi, Fairy Tail, vraiment pas déçu de cette redécouverte de la série. Voilà, c'est la fin de ma vidéo mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié, je suis un petit peu désolé, j'ai été assez rapide sur pas mal de titres parce que bah, vu la quantité, je pouvais pas m'étendre pendant des heures et des heures sur chacun des mangas. À partir de 2023 et le début des lectures de la rentrée, on reviendra à un rythme plus classique, comme j'ai dit. Voilà, passez des bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, mangez du foie gras, du saumon, buvez du champagne, du vin, etc. Faites péter le cholestérol, le diabète, tout ça, et surtout passez des bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, dans quelques jours après le nouvel an, on fera le bilan des mangas de l'année 2022 et des animés de l'année 2022. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao tout le monde!